Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Startup, l'émission des entrepreneurs et des créateurs d'entreprises. Cette émission est diffusée en live tous les mercredis sur Décideur TV et Madines. Sur la droite de votre écran, le chat. N'hésitez pas à poser vos questions et à réagir. Nos invités répondront à vos questions. La semaine dernière, alors, nous parlions de comment faire après son premier euro de chiffre d'affaires. Eh bien, pourquoi pas recruter? Alors, pour répondre à ces questions de recrutement, comment réussir son recrutement, qu'est-ce qu'un bon recrutement et quels sont les enjeux d'un recrutement, nous recevons sur ce plateau Fabien Collangette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Tribware, un réseau de shopping social sur Internet. Vous l'avez créé en 2011 et le site est en live depuis 2012. C'est ça. Alors c'est quoi le shopping social? Alors, le shopping social, l'idée c'est aujourd'hui quand on fait du shopping sur Internet, on a différents avis, différents interlocuteurs, on n'a pas forcément confiance dans les personnes avec qui on va faire l'acte d'achat et des conseils. On s'est dit, nous, pourquoi pas réunir ses amis autour d'une plateforme, discuter autour de produits et prendre ses décisions d'achat grâce à ses amis et grâce aux gens en qui on a confiance réellement et pouvoir aussi faire des recommandations shopping. Donc voilà, c'est tout l'univers des réseaux sociaux mais orienté shopping. D'accord. À vos côtés, Guillaume Meul, vous êtes partenaire. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Iris Capital. Alors Iris Capital, c'est un investisseur en capital risque, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc nous sommes un investisseur en capital risque. On est basé à Paris. On investit sur toute l'Europe. On gère aujourd'hui 450 millions d'euros. On est un acteur historique du secteur puisqu'on a été créé en 1986. Donc on a fait plus de 250 investissements depuis notre création. Aujourd'hui, on a une portefeuille d'à peu près 40 sociétés. Et depuis l'année dernière, on gère les fonds de Corporate Venture, d'Orange et de Publicis. D'accord. Eh bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, messieurs, déjà, pourquoi recruter dans une start-up? Faire face à un besoin, on recherche des nouvelles compétences C'est exactement ça. Je pense qu'on recherche des nouvelles compétences parce que la start-up évolue généralement dans le bon sens et on a besoin on est souvent, quand on crée une start-up, 1, 2, 3, ou dans notre cas, 5 cofondateurs, mais on a besoin de différentes compétences et très important de réussir son recrutement sur des compétences qu'on a identifiées pour pouvoir évoluer et passer le cap de la start-up. On sent quoi quand on va recruter soit un stagiaire, soit quelque chose? C'est une petite fierté ou pas? On se dit ça y est, ça se lance? Exactement, c'est une première fierté. On a énormément d'embûches quand on crée une start-up et ce genre de cap à franchir, c'est très gratifiant. Et puis de voir que l'équipe s'agrandit, que l'aventure continue et dans le bon sens, c'est quelque chose pour les start-up de très bon, très intéressant. Alors généralement, les start-up, c'est un peu... c'est une grande nébuleuse, on ne sait pas qui fait quoi, où est-ce qu'on peut aller postuler. Une question de Bonbon Pruny qui demande comment attirer les jeunes talents de plus en plus intéressés par une expérience à l'étranger. Comment montrer en fait, comment attirer les jeunes talents vers sa start-up? Alors c'est un bon point, c'est vraiment tout le challenge effectivement parce que contrairement aux grands groupes, on n'a pas forcément les moyens de sous-traiter cette partie de recrutement. Mais par contre, les startups ont un avantage, c'est elles ont beaucoup d'autres choses à proposer qu'un grand groupe. Comme quoi? Comme par exemple, l'importance du rôle d'un stagiaire dans une équipe de 5 personnes ou 3 ou 4 personnes est nettement supérieure à celle d'un grand groupe où on va être un petit peu noyé dans la masse. Là, très clairement, la personne qui postule pour une startup sait qu'elle va être vraiment investie dans le projet, va compter, va être primordiale pour la réussite du projet. Donc ça, c'est une première chose. Aussi sur tout ce qui est flexibilité, nous c'est ce qu'on propose aussi aux stagiaires que nous recrutons, c'est-à-dire une possibilité de travailler, on leur fait entièrement confiance, on sait que le travail sera fini dans les temps, mais on propose une vraie flexibilité derrière. Enfin, on a tout un panel de choses différenciantes par rapport aux grands groupes qui peuvent attirer les talents. Et vous recrutez où? Alors on recrute, on recrute sur plusieurs choses. Donc premièrement, les réseaux sociaux, dans la limite du légal, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais voilà, les réseaux sociaux, c'est une très bonne plateforme pour savoir qui est intéressé par quoi, demander à ses amis s'ils connaissent des contacts, etc. C'est la première chose, LinkedIn, Facebook, etc. Et puis après, il y a des sites internet spécialisés dedans. Et également du recrutement auprès des écoles, parce qu'on est en contact avec pas mal d'écoles, comme le ferait peut-être un cabinet de recrutement en grand groupe.
et aussi des recrutements spontanés, puisque sur une start-up, on propose un produit parfois différenciant sur les nouvelles technologies. Alors justement, vous dites recrutement spontané, c'est Ouais. quoi la part? Est-ce qu'il y a plus de recrutement spontané ou alors vous êtes obligé d'aller chercher un peu ces... Alors, on est quand même obligé d'aller chercher une partie. On va dire nous, on a eu aujourd'hui à peu près deux propositions spontanées de la part de stagiaires, parce que l'écosystème des startups est énorme au final en France. On a beaucoup de choix, mais on surfe aussi sur cet engouement que beaucoup d'étudiants, de jeunes diplômés, et même, ont un réel engouement pour rejoindre une startup ou une entreprise de taille moyenne. Donc on a vraiment une demande qui est forte. J'ai une question d'OSS 117. Quels sont les bons critères pour recruter? Diplôme, personnalité, expérience? Comment fait-on pour tester tout ça? Alors il y a beaucoup de questions, on va les prendre une par une. Les bons critères pour recruter déjà? Est-ce que c'est le diplôme? Alors le diplôme, non. Pour nous, c'est un critère, mais c'est pas celui qu'on regarde précisément, parce qu'on a fait des écoles divers et variées, on sait à peu près le niveau qu'on va avoir en sortie, c'est pas forcément celui qui est le plus efficace pour une startup. Nous, ce qu'on va regarder, c'est l'expérience de la personne. Typiquement, un développeur, on va pas vraiment regarder l'école qu'il a faite, mais s'il est actif sur les réseaux de développeurs, tels Stack Overflow, les choses comme ça, on va pouvoir les regarder si il va coder sur son temps libre, puisqu'au final, c'est avoir des gens passionnés, plus qu'une formation, c'est clé. Après, il y a certains secteurs sur lesquels ça se porte moins. Mais par exemple, sur le développement, on va aller plutôt regarder ça. Après, j'imagine qu'il y a aussi un feeling, non? Exactement, il y a un feeling. C'est une toute petite équipe, c'est une insertion dans une toute petite équipe. C'est clé, oui, c'est clé. Le feeling, c'est pour ça, nous, on a une petite structure où on peut rencontrer le candidat peut rencontrer sans problème les différents cofondateurs. Et là-dessus, c'est clé, on va dire que c'est même 50% du recrutement va se faire là-dessus, si ce n'est plus. Et c'est très important, puisque sinon, dans des toutes petites équipes, une personnalité qui ne colle pas peut avoir, peut entraîner un stage pas forcément bon. Ça même peut gripper les rouages, quoi. Complètement. Puis ça dépend aussi des secteurs après, mais effectivement, c'est quelque chose de clé. Pour vous Guillaume Meul, vous vouliez réagir justement? Oui, enfin, nous, les conseils qu'on donne, qui sont un peu basiques sur les recrutements, pour bien voir si la personne colle, c'est quand même de répondre aux 3 questions de base qui sont: est-ce que la personne va être compétente pour faire son job? Est-ce que la personne va aimer ce qu'elle va faire? Parce qu'on peut trouver des gens qui sont très, très talentueux, mais qui ne vont pas aimer ce qu'on va leur donner à faire. Donc là aussi, il faut le vérifier pendant les différents entretiens de recrutement. Et la 3e question, c'est: est-ce que la personne va aimer l'organisation dans laquelle elle va arriver? Donc là, on touche aux aspects de feeling. Il faut que ce nouveau recrutement, même s'il est compétent, même s'il va aimer ce qu'il va faire, il s'insère dans un groupe, dans une petite organisation, et que tout ça se passe bien. Donc, c'est un peu des questions de base, mais il faut vraiment aller à l'entretien de recrutement avec ces 3 questions, et en sortant de l'entretien en se disant: ça y est, j'ai mes réponses. D'accord. Peut-être pour revenir sur la première question que l'internaute posait, elle soulève quand même un point assez intéressant, et qui est un des points fondamentaux du recrutement, c'est que globalement, une start-up attire moins facilement les talents qu'un grand groupe. Parce que si on sort la vision un peu romantique de la start-up, c'est quand même des ambiances de travail qui sont chargées. C'est une polyvalence qu'il faut assumer, c'est-à-dire que les gens, quand ils rentrent dans une start-up, on ne leur demande pas de faire un seul job. Il faut que le recruté soit lui-même, à la limite, entrepreneur? Pas nécessairement, mais il faut qu'il adhère quand même complètement au projet, qui n'est pas un projet facile. Parce que monter une start-up, c'est pas facile. Ça demande de l'engagement, ça demande de la passion. Et voilà, il y a quand même beaucoup de diplômés et surdiplômés en France qui ont des rêves de grands groupes qui ne collent pas nécessairement. Donc il y a un vrai effort de la part de la start-up pour aller chercher les bons profils, pour bien se présenter, pour se vendre sur un marché qui ne lui est pas favorable. Il faut être conscient de ça. D'accord. Et il y a un aspect... Pendant les entretiens, vous venez de grande école, vous étiez avant dans
dans une grande entreprise. Mhm. Comment vous avez adapté en fait votre processus, connaissant les processus de recrutement des grandes entreprises, comment vous avez adapté votre connaissance au recrutement pour une start-up? Alors, j'ai effectivement eu un parcours dans une grande entreprise. Après, je suis parti dans un cabinet à taille plus modeste, on va dire, qui se rapprochait quasiment d'une start-up à ses débuts. Et on s'est pas mal inspiré de leur processus de recrutement, où justement, c'était exactement ce que disait Guillaume, il s'intéressait vraiment aux trois aspects. Est-il compétent, voilà, va-t-il être en adéquation, va-t-il supporter la charge de travail parfois et la polyvalence nécessaire. Et on va se servir de ces techniques-là pour les répliquer dans notre société, quoi, dans notre start-up. Et on va imaginer, ça y est, vous avez recruté, mais d'abord j'imagine que vous avez eu une préparation mentale à vous dire j'ai un nouvel employé, il va falloir que j'apprenne à déléguer. Comment on gère ça? Ça, c'est une partie très complexe, effectivement, de déléguer son travail, surtout une personne qui vient d'arriver, dont on n'a pas forcément confiance au tout début, mais c'est un exercice d'accompagnement où lorsqu'on va déléguer le travail, ça sert de manière très progressive, où on va le tester, mais en tout cas lui donner des petites parties de projet très encadrées. Il y aura une montée en puissance des compétences et à partir d'un certain moment, on pourra lui déléguer beaucoup plus de choses. Alors, j'ai une question d'un internaute. Quelles sont les aides et subventions disponibles lors du recrutement d'un apprenti en alternance dans une start-up? Est-ce que vous en savez quelque chose? J'en ai aucune idée. Non plus. Non plus. Enfin, nous, le basique, c'est le statut JEI, quand même. Qui est donc c'est un statut qui permet de réduire ses charges sociales sur toute une partie de ses employés, qui est valable, si mes souvenirs sont bons, pendant 5 ans. Oui. Donc il faut le demander rapidement, parce que en plus, quand vous êtes trop vieux, vous ne pouvez plus prétendre à ce statut. Et donc ça permet d'être exonéré de certaines charges sociales sur ses premiers employés. Combien de temps ça prend la recherche d'un nouveau collaborateur, d'un employé, d'un CDD, d'un stagiaire, n'importe? J'imagine que ça monopolise énormément de temps. En fait, donc c'est un petit peu par cycle qu'on essaye d'anticiper. On a des stagiaires en général qui restent 6 mois, parfois plus, 1 an. Donc il va y avoir des périodes, 2-3 mois avant la fin des processus de stage, où je vais être très impliqué dans le processus de recrutement, et ça peut prendre effectivement pas mal de temps d'aller voir les écoles qui organisent souvent des job dating. C'est intéressant pour rencontrer les étudiants et les startups et les entreprises. Et ça peut prendre des soirées, des journées aussi, de répondre au CV, d'essayer de faire le processus le mieux possible. Et ça prend beaucoup de temps. Ce qui est intéressant dans ce que dit Fabien, c'est que le fondateur, ou les cofondateurs, sur le process de recrutement, ils doivent être au four et au moulin. Parce que c'est eux qui sont l'image de la société. Les fondateurs qui sont au fond de leur garage et qui bricolent 3 trucs sur un PC, c'est plus possible. Les fondateurs, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils aillent sur des forums, il faut qu'ils aillent à des conférences pour construire un réseau, rencontrer des gens, de façon à ce que le jour où il y a des besoins, ils puissent aller voir dans leur réseau et dire « Tiens, j'ai rencontré Tartampion il y a 3 mois, il m'avait l'air pas mal. Maintenant, j'ai un besoin qui colle à peu près. Tac, je vais aller le contacter. » Et donc pour ça, il faut se mettre en visibilité pour faire vivre sa société et donc attirer les talents. Alors, question de Julien, combien d'entretiens en moyenne pour être sûr de son choix? Alors, nous, on a mis en place un processus. On va avoir un premier entretien, on va dire, de rencontre et d'échange, justement, pour valider et savoir si ce qu'on propose à la personne correspond à ses attentes. Donc voilà. Après, nous, on va avoir une sorte de test technique, surtout pour la partie des développeurs qu'on aura mis en place, donc 2 heures pour voir tester ses compétences. On lui met un cas et Vous lui faites tout de suite résoudre un problème, en gros? On lui fait résoudre un problème, et puis c'est vraiment la démarche sur laquelle il va aboutir à la réponse qui sera bonne ou pas, mais vraiment les 2 heures d'entretien, de processus,
qui vont être analysés. Et le troisième, c'est on va dire un entretien de validation et de discussion autour de qu'est-ce qui va t'attendre concrètement, sur quoi on va pouvoir s'accorder, etc. Donc on va dire 3 entretiens où il aura systématiquement rencontré les 5 personnes. Une fois qu'il est pris, comment on le motive, cet employé ou ce stagiaire? Alors comment on le motive? C'est sur déjà les tâches qu'on va lui apporter aussi. Voir l'implication des autres personnes du groupe, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Puis au final, une start-up, c'est vrai qu'on va organiser ça comme une sorte de famille, puisqu'on va faire des choses à côté également, pas uniquement se rencontrer. En plus, il va rencontrer énormément de start-up, puisque nous, on est dans un incubateur, donc tout un écosystème qui va découvrir une sorte d'ébullition au départ qui, je pense, est intéressante et met très rapidement dans le bain la personne. Comment on gère ça, justement, d'être en même temps technique, puis RH, puis un peu multicasquette Plaisir du fondateur. C'est ça, c'est ce qu'on cherche, je pense. Après, ça dépend vraiment des personnalités de chacun, mais moi, j'ai tendance à me lasser quand je reste sur un sujet type où j'ai envie de creuser. J'aime bien quitter cette zone de confort qu'on peut avoir dans certains domaines et que certains apprécient. Et moi, j'aime bien justement découvrir d'autres choses par curiosité. Voilà. J'ai une question de Lucien Bremard pour Guillaume Meule. Bon. Le cadre légal français, charge, flexibilité des contrats, incite-t-il à recruter lorsqu'on lance sa start-up, notamment par rapport à ce qui se fait à l'étranger? Oui, nous on considère que la France est encore un bon pays pour développer sa start-up, parce que déjà il y a un vivier de talents, notamment sur tout ce qui touche l'Internet, le web, le développement de software. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses autour de l'algorithmie, parce qu'on est beaucoup sur du ad-tech, le big data, où on a beaucoup de talents sur ces secteurs-là. Il y a quand même des mécanismes d'aide qui sont assez puissants. Pendant très longtemps, le crédit d'impôt recherche a été quand même imbattable en Europe pour monter une start-up. Alors aujourd'hui, l'Allemagne commence à mettre des profils d'aide similaires, mais on a vraiment des mécanismes d'aide qui sont très performants. Et on voit pas mal de sociétés américaines qui ont racheté des sociétés françaises et qui gardent complètement les équipes en place, voire même qui les augmentent. Nous, on a eu un cas il y a quelques années dans le semi-conducteur. On est actionnaire de Liquidwave qu'on a vendu à Zoran. Et l'équipe a fait x2 sur les 5 ans de détention de Zoran en France. D'accord. Quel est le taux d'embauche de stagiaires en CDD ou CDI? Alors nous, on espère à partir du début de l'année prochaine pouvoir convertir un de nos stagiaires et l'embaucher, parce que c'est important aussi. Il le sait déjà ou pas? Je pense pas, non, mais on en discutera. Mais en tout cas, c'est des pistes. Aujourd'hui, il est plus stagiaire au sein de notre société. Il bosse en freelance pour nous. Et parce que finalement, pour une start-up, c'est effectivement, les stagiaires, c'est très bien, puisque ça nous permet d'avancer. Mais nous aussi, on passe énormément de temps, au final, à les former, à leur apprendre. C'est un vrai investissement de notre côté. Et du coup, très rapidement, c'est important de convertir, de capitaliser sur cet investissement et de l'avoir en tant que CDI au sein de notre société. C'est-à-dire que vous en avez un employé à part entière, en fait, en embauchant un stagiaire, vous êtes... Nous, c'est vraiment dans cette optique-là, c'est-à-dire d'investir au maximum sur nos stagiaires et pour pouvoir plus tard pouvoir les embaucher à temps plein dans notre société. De toute façon, c'est vraiment de l'investissement en temps, en argent de notre côté. La clé, c'est... Et puis, il y a une telle montée en puissance de la part des stagiaires à la fin de leur stage que c'est frustrant de ne pas aujourd'hui pouvoir les employer, mais dans un avenir très proche. Et quand on recrute, alors on a la possibilité soit de recruter un stagiaire, un CDD, un étudiant en alternance ou un étudiant... Comment on fait son choix? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités d'alternance, de contrat pro, de stage. Aujourd'hui, nous, on a quand même eu plus de sollicitations sur des stages. Donc, parce qu'on va se caler sur soit des écoles d'ingénieurs ou de commerce ou d'université qui ont des périodes de stage bien définies. Mais donc, nous, pour l'instant, c'est qu'on n'a pas eu vraiment de choix de regarder autre chose. Mais effectivement, il y a tout un panel
de possibilités autres que le stage. L'alternance, contrat pro, c'est très intéressant. Question de Big Up. Quid du recrutement de personnes expérimentées? Comment gérer des personnes plus expérimentées que vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous l'avez rencontré, par exemple, dans votre mandat de conseil? Oui. Ça nous arrive assez souvent et c'est vraiment la maturité des fondateurs qui est en jeu. C'est-à-dire que si les fondateurs ont une vraie maturité dans leur projet, ils sont capables de recruter des gens meilleurs qu'eux. Mais ce n'est pas facile, hein, parce qu'il faut vraiment bien travailler sur soi et se dire, bon ben voilà, sur tel sujet, j'y arrive pas, j'ai atteint mon plafond et il faut que j'aille chercher des gens meilleurs que moi. Voire même, hein, on a des cas de figure où les fondateurs, au bout de 3 ans, viennent nous voir. Alors tout ça est complètement concerté en disant bon, ben, il faut recruter un directeur général pour le bien de la société, parce que moi, ça y est, je suis arrivé à mon plafond, je peux rester CTO, je peux rester responsable de la R&D, mais je vois bien que directeur général, je ne vais pas y arriver. Et ça, déjà, nous on est vraiment à la recherche de fondateurs qui ont cette maturité, parce que c'est vraiment une capacité de penser pour le bien de la société au-delà de son parcours professionnel. Et par exemple, vous recruteriez des seniors ou pas? C'est une question d'internaute. Ah bah oui. Enfin, s'ils remplissent les critères de poste, alors c'est vrai que sur des profils de développeurs, ça va être un peu compliqué, d'ailleurs je pense qu'on ne va pas en trouver, mais sur des profils de marketing, de sales, quand même un vivier de seniors et de personnes qui ont une expérience extraordinaire là-dessus. C'est quoi les meilleurs sites, me demande OSS 117, les meilleurs sites efficaces, les plus efficaces pour recruter? Alors ça va vraiment, encore une fois, dépendre du secteur, mais alors il y a, par exemple, pour citer des noms, dans le développement, et dans le développement web, on va avoir le site du Zéro qui est vraiment un site qui permet de développer, d'augmenter ses compétences en développement et qui propose aussi, donc qui touche un très large panel de développeurs et qui propose aussi des solutions RH. Après, il y a pas mal de sites, voilà, de réseaux sociaux comme Stack Overflow, qui est pareil pour le développement, où on va poser des questions et les développeurs vont répondre. Ils vont développer aussi des projets open source. Et là, on a plein de candidats qu'on va pouvoir voir, discuter et potentiellement proposer des stages. Et après, il y a LinkedIn, il y a Facebook. Je pense qu'il faut, sur ces process de recrutement pour une startup, il faut quand même essayer de sortir des sentiers battus, parce que si vous êtes sur le mainstream, vous allez être en face de tous les grands comptes de France et de Navarre, et vous n'allez pas recruter les bons profils. De toute façon, vous n'allez pas attirer les bons talents. Donc il faut vraiment essayer de sortir de ce mainstream et travailler beaucoup si vous êtes sur du software open source, toutes les communautés pour identifier les bons profils, travailler beaucoup les congrès, les conférences, parce que là, vous êtes en visibilité et il y a toujours des gens qui tournent autour et qui vous abordent, qui vous laissent des CV. Et puis il y a les réseaux sociaux. C'est vraiment fondamental, les réseaux sociaux aujourd'hui pour le recrutement? C'est plus le réseau social des fondateurs, alors qui aujourd'hui se matérialise avec des services divers et variés. Mais oui, c'est son carnet d'adresses, son petit Outlook avec toutes les coordonnées. Donc c'est vrai que ça demande quand même une petite machine de guerre en interne dans les startups de se constituer rapidement des bases de données de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer avec les CV. Exactement. Et de garder ça un peu vif, de façon à ce que 3 mois après ou 4 mois après, on se dise « Ah tiens, j'ai vu un mec qui faisait déjà ça, je vais aller lui passer un coup de fil. » En tant que PDG de start-up, arrivez-vous à concilier en tant que PDG de start-up, arrivez-vous à concilier une bonne gestion des hommes et la nécessité de résultats immédiats, me demande Heinrich.
Alors, nécessité de résultats et start-up, enfin, je veux dire, c'est un problème qui est plus global, mais c'est vraiment, une fois, c'est dans le processus de recrutement, on doit être capable de juger de la maturité et de l'autonomie de la personne et de ses compétences. Donc c'est encore une fois au niveau du processus de recrutement, s'il est bien fait, on voit si la personne va être adéquate à se fondre dans l'équipe, sur nos technologies, etc. Donc, et ça, normalement, ça devrait en découler. Sa capacité aussi à résoudre des problèmes de curiosité, et ça devrait découler sur des résultats immédiats. Mais c'est jamais le cas. On a toujours on ne peut pas attendre d'un stagiaire des résultats immédiats. Il y a vraiment une montée en puissance, et c'est dans cet accompagnement-là qu'on a des résultats à court moyen terme. Vous faites partie d'une pépinière d'entreprise. Oui. Ça vous arrive d'échanger avec les autres boîtes, mais bien d'avoir les meilleures expériences et les entretiens les plus originaux qui ont été passés par vos collègues entrepreneurs? Alors effectivement, on essaye de s'échanger, c'est l'idée des incubateurs, c'est échanger les bonnes idées sur les recrutements. En plus, on a la chance d'avoir une société spécialisée là-dedans, Small is Beautiful, vraiment, qui a compris qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient attirées par les PME, TPE et start-up et qui sont focalisées là-dessus et qui proposent justement de l'aide à ce niveau-là. Et puis on va échanger aussi avec les start-up qui sont à 5 mètres de nous pour faire du recrutement, comment ils utilisent, quels réseaux sociaux ils utilisent, quelles soirées ils organisent. On envisage même parfois d'organiser des sortes d'events, des événements sur qu'on appelle des hackathons, qui sont des sortes de petits contests entre développeurs pour pouvoir créer quelque chose. Et ça, c'est des événements intéressants pour pouvoir recruter des gens plus tard. Pour la cohésion, etc. Voilà, pour la cohésion, puis pour voilà, essayer de déterminer quels sont les profils qui nous intéresseraient. Alors Guillaume, vous êtes donc investisseur sur ces startups en capital risque. Une startup, c'est quand même 90% de capital humain. Comment ça se valorise après? Alors déjà, ça se valorise avant. Enfin, pardon, avant. Ouais. Comment on le valorise avant de donner sa décision d'investissement ou pas? Nous, on le valorise assez basiquement parce qu'on va donner des valeurs aux sociétés dans lesquelles on va rentrer. On va prendre un certain pourcentage du capital qui ne correspond pas à la valeur économique de la société. Quand les sociétés elles font peu ou pas de chiffre d'affaires, qu'elles brûlent de l'argent, normalement, si on fait une analyse un peu brutale du PNL, on n'arrive pas très loin en termes de valeur. Or, nous, on va donner une valeur. En général, c'est quand on est sur des premiers tours de table, on laisse la majorité du capital au fondateur, qui va représenter l'incentive et donc la valeur humaine qu'on va trouver dans la société. Et donc ça veut dire qu'en termes de due diligence, nous on passe énormément de temps sur les entretiens avec les fondateurs et toute l'équipe, parce que c'est vraiment ça qu'on achète. D'accord. On achète des gens qui sont capables d'avancer, de faire grandir une société, qui sont capables de la faire évoluer, parce que ça aussi c'est très important. Je veux dire, on est dans un monde qui est complètement mouvant, on peut partir sur une technologie, on peut partir sur un produit, 6 mois après, tout peut être plié, quoi. Et donc, il faut avoir des équipes qui soient capables de dire bon, ok, je vais me repositionner comme ci, comme ça, parce que sinon, le truc meurt très rapidement. Dernière question, comment on gère les erreurs de recrutement, me demande OSS 117. Il faut se séparer des gens très rapidement. Enfin, moi, le conseil, à chaque fois que j'ai des dirigeants qui m'appellent en disant j'ai recruté machin ou machine, j'ai des doutes, je pense que ça va être difficile. Malheureusement, monter une start-up, c'est déjà très difficile. Il faut se séparer des erreurs de recrutement très très rapidement. Ça sera le mot de la fin. Merci Fabien Collangette d'être venu. Merci Guillaume Meul d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. La semaine prochaine, nous verrons comment franchir le pas de la création d'entreprise quand on est soi-même un salarié. Ce sera présenté par Pierre Chavannes à 12h30 en direct sur Décideur TV. Merci à Dimitri pour la réalisation et à Chloé au cadre. Bonne semaine à tous.